Si vous nous rejoignez, bonsoir. Ce soir, nous allons reprendre contact avec l'équipe de France de handball à l'occasion du tournoi international de Bercy. Dans un instant, nous allons assister à la deuxième mi-temps de France-Corée du Sud. Mais tout d'abord, qu'est devenue cette équipe de France de handball depuis Barcelone, depuis la médaille de bronze? C'est ce que nous allons voir avec Martin de Sarah, qui a retrouvé Daniel Costantini et ses joueurs à l'occasion du tournoi de France disputé la semaine dernière à Besançon. Et vous allez découvrir les secrets de la méthode Costantini, qui n'est pas toujours très tendre. Regardez. Souvenez-vous, c'était il y a à peine 6 mois à Barcelone. Le hand français sortait de l'anonymat avec une médaille de bronze. Ce qui a changé aujourd'hui, le plus flagrant sur ces images, la coupe de cheveux bien sûr. Frédéric Voll, comme tous ses partenaires, est revenu à un peu plus de conformisme. Mais rassurez-vous, les bronzés se portent bien. Leur objectif, désormais, confirmer leur podium olympique au prochain championnat du monde en Suède. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire on s'est préparé 3 mois pour les JO et on avait dit à ce moment-là que ces 3 mois ne sont pas uniquement destinés à bien aborder les JO, mais aussi à en espérer encore quelques retombées pour les championnats du monde. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Le groupe n'a pas beaucoup évolué pour le tournoi de France à Besançon. Il en sera de même en Suède. 12 des 16 joueurs de Barcelone sont toujours là. Un renouvellement des cadres à dose homéopathique. Les Schaff ou le Petit sont là avant tout pour apprendre. Les vrais changements se feront sur le long terme. Ce tournoi de France à Besançon a été riche d'enseignements. Confirmation tout d'abord du potentiel de l'équipe. Barcelone n'était pas un épiphénomène. Des nations comme ici la Suisse étaient il y a peu au niveau de la France. Désormais, les Bleus jouent un ton au-dessus. Les Latou, Gardan ou Voll n'ont que peu d'équivalents dans le monde, si ce n'est en Suède ou en Russie. La Suisse s'est inclinée de 5 buts en ouverture de ce tournoi de France. 27-22, un large succès qui a dû surprendre l'entraîneur de l'équipe de France. En effet, la semaine dernière, le travail était surtout basé sur la condition physique. Bravo, c'est bon ça! L'écart et la manière ont été impressionnants. Un bon succès, surtout que la France et la Suisse se retrouveront en Suède dans le même groupe au championnat du monde. L'équipe de France est ambitieuse. Elle se rend le mois prochain en Suède pour faire mieux qu'à Barcelone. L'objectif affiché, la finale des championnats du monde. Ses qualités lui permettent de l'espérer, mais attention, tout n'est pas encore parfait. Bon, pour l'instant, ils ont des qualités incroyables qui leur fait tenter des choses que personnellement je n'imaginais même pas. Mais c'est vrai que le revers de la médaille, c'est de temps en temps de paniquer un petit peu comme des débutants. Mais je pense qu'il faudra encore les supporter un certain temps comme ça et il faudra se mettre dans l'idée que si on est champion du monde, on le sera peut-être un jour en passant par ce genre de travers. Ces fameux travers ont été flagrants face à l'Islande pour le 3e et dernier match du tournoi de France à Besançon. Après les succès sur la Suisse et la Tchécoslovaquie, la première mi-temps face à l'Islande a été calamiteuse. Les Français ont multiplié les erreurs autant offensives que défensives. Le problème de l'équipe est simple. Par son style de jeu, elle doit toujours être au top pour s'imposer. Et les premières 30 minutes face à l'Islande ont été jouées en dilettante. Patient, forcez pas les tirs! Patient! Pour la première fois depuis longtemps, Daniel Costantini dans les vestiaires au repos a dû être dur pour ses joueurs. L'objectif, susciter une réaction d'orgueil. La France était menée de 3 buts à la mi-temps. Maintenant, il faudrait que chacun d'entre vous
avec votre tête, autant qu'avec vos couilles, vous commencez à vous poser un petit problème de tactique individuelle, savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est négatif. Ce qui est négatif, vous ne le faites plus et vous essayez d'aller dans le sens qui soit un peu plus actif. Et si tu es fatigué, tu sortiras, c'est tout. Tu n'es pas assez actif, tu l'as été au début du match, tu ne l'es plus. Un discours hyper violent qui en deuxième mi-temps a produit l'effet escompté. Les joueurs se sont rebellés, sont sortis enfin de leur confort. Une réaction terrible pour les Islandais, ces derniers n'ont inscrit que 7 buts contre le double pour les Français. Résultat, les joueurs de Daniel Costantini se sont imposés 23-19, une réussite totale pour la France qui l'emporte facilement dans ce tournoi de Besançon. Désormais, l'équipe de France peut rêver, le bras de Denis Latou ne tremble plus, la motivation est retrouvée, les Bleus frappent de nouveau aux portes du paradis. Retour au tournoi de Bercy. Hier, la France a battu l'Autriche d'un petit but, 25 points à 24. Ce soir, cette même équipe d'Autriche a fait match nul avec les champions du monde, les Suédois, sur le score de 25 buts partout, pardon. L'équipe d'Autriche avait battu la Corée 31-18. Nous allons donc voir maintenant ce qu'a fait l'équipe de France ce soir face à l'équipe de Corée du Sud. Nous retrouvons à Bercy Christian Vella et Frédéric Pérez, l'un des gardiens de but de l'équipe de France. Messieurs, bonsoir. Après Besançon, on se retrouve ce soir au Palais des Sports de Paris-Bercy pour le tournoi de Paris où l'équipe de France affronte une étonnante équipe d'Autriche, la Corée du Sud et la Suède demain qu'elle affrontera ici à Bercy. Alors une équipe de France qui est en pleine préparation pour les championnats du monde qui se dérouleront dans une quinzaine de jours en Suède et une équipe de France, Frédéric Pérez, dont on peut dire ici qu'elle n'a pas vraiment convaincu. Alors est-ce qu'elle est fatiguée cette équipe de France ? Oui, je crois qu'elle est particulièrement fatiguée après des stages et un tournoi de France qui a été quand même assez éprouvant, notamment sur le plan physique. Bon, heureusement, la Corée n'a pas présenté véritablement de difficultés pour ce match. Et je pense que l'équipe de France, après avoir récupéré un tant soit peu, va pouvoir jouer les Suédois en pleine possession de ses moyens demain. Une équipe de Corée que l'équipe de France affronte ce soir et qui, à la mi-temps, mène 13 buts à 4, donc une équipe de Corée qui n'est plus du tout ce qu'elle a été il y a quelques années, notamment aux Jeux Olympiques de Séoul, où elle avait été finaliste et vice-championne olympique, et où elle avait terminé 6e aux Jeux de Barcelone. Alors, nous allons suivre cette deuxième mi-temps du match France-Corée avec Frédéric Pérez, notre consultant. Bien, donc au coup d'envoi de cette seconde mi-temps qui va être donnée par les Coréens et par Woo Sung-young, le Coréen du Sud, alors que la Corée est menée 13 buts à 4 dans ce match France-Corée qui compte pour le tournoi de Paris. C'est l'arbitre islandais, monsieur Erlingsson, qui vient de donner le coup d'envoi. Alors une équipe de Corée, Frédéric Pérez, qui est loin de valoir ce qu'elle était, il faut bien le dire. Hein. Oui, bien entendu, elle a manqué particulièrement de force de percussion cette première mi-temps. Bon, c'est vrai que c'est une équipe qui a été rajeunie et à laquelle manque un joueur qui figure parmi les meilleurs du monde, Kang, qui n'est pas là.
Donc ce qui peut expliquer quand même peut-être ce manque de force de percussion. Et l'équipe de France a adopté un système de défense particulièrement efficace face aux Coréens, avec un Richardson très avancé qui fait le pressing sur les joueurs coréens lorsqu'ils se retrouvent en attaque. Oui, qui agit, je dirais, presque comme d'habitude, à savoir qu'il est là pour briser les relations entre les joueurs, particulièrement entre le demi-centre et les arrières. Et on peut dire que lors de cette première mi-temps, il a parfaitement appliqué son registre défensif. Bien, là, on voit l'équipe de France à l'attaque avec Gaël Monturel et Thierry Perreux. Le petit Stocklin qui vient d'obtenir un coup franc au 9 mètres par Gardan, Monturel, le petit Stocklin. Stéphane Stocklin qui a remplacé Philippe Schaff. Donc celui-ci a été particulièrement brillant en première mi-temps. Oui, il a marqué 3 buts, Philippe Schaff, en première mi-temps et a fait l'écart avec cette équipe de Corée qui manque de bras. Hein. On les voit pas tirer de loin. Ils sont vifs, mais c'est tout ce qu'ils ont comme qualité. La Corée a toujours représenté un adversaire difficile de par ses caractéristiques propres de jeu, basées sur la spontanéité, sur la vitesse d'exécution. Et je dirais que ces qualités, ce soir, ne sont même pas à l'ordre du jour, ce qui est peut-être un petit peu décevant. Et là, on vient de voir Jackson Richardson essayer d'intercepter la balle, comme il le fait si bien, tout en vivacité, en rapidité. Les Coréens à l'attaque. Et premier but de la Corée en cette seconde mi-temps par Cho Yoon-boom, le Coréen le plus efficace. Il avait déjà marqué 2 buts en première mi-temps. Gardan qui a redonné le coup d'envoi, Munier, le petit, Stocklin. L'équipe de France joue de toute façon très décontractée cette deuxième mi-temps, vu l'écart. Et je crois que quelque part, les joueurs pensent à l'affrontement qui sera beaucoup plus difficile demain contre les Suédois. But de Stocklin, Stéphane Stocklin, qui est de Nîmes, qui a 24 ans, 1m85, 89 kg. C'est un jeune joueur, Stocklin, qui a un bras gauche exceptionnel. On l'a vu sur ce but, qui porte l'écart de la France à 14-5. Alors qu'il reste 27 minutes à jouer. Les Coréens à l'attaque par leur numéro 11, Chang Kyu-lee. Chang Kyu-lee toujours. Et qui marque pour la Corée, Chang Kyu-lee. Les Coréens semblent un petit peu plus fringants, avec peut-être une petite baisse de régime assez légitime du côté des Français. Encore une fois, vu l'écart, donc qui est quand même très important. On a peut-être un petit peu tendance à se relâcher, mais je dirais que maintenant, il faut surtout penser peut-être au public. Bien sûr, il faut gagner, mais penser à mettre un petit peu de panache à cette rencontre. Et vous ne pensez pas, Frédéric, que l'équipe de France ne montre pas tout ce qu'elle sait faire ce soir, et même hier, on l'a vu contre l'Autriche, car il y a la Suède ici et des adversaires potentiels pour les championnats du monde. Il ne faut pas dévoiler toutes ces batteries quand même. Pénalty ici de Gaël Monturel. Gaël Monturel qui assure le 15e but pour l'équipe de France. 15-6. Une remarque cependant à propos de l'Autriche, vous avez pu vous en rendre compte lors du match précédent. Les Autrichiens ont tenu en échec, c'est l'équipe championne du monde, vice-championne olympique. Et donc ce sont loin d'être des faire-valoir. Et encore une fois, bon, ça permet de mettre un point d'honneur quand même à la victoire de l'équipe de France hier, quand même, puisqu'on s'aperçoit que ces Suédois ont été accrochés donc par de valeureux Autrichiens. Ouais. Bon, c'est sûr que l'équipe de France manque un petit peu de fraîcheur physique. Encore une fois, elle a particulièrement brillé au tournoi de Besançon en battant successivement, et je dirais avec la manière, la Suisse, la Tchécoslovaquie et l'Islande. Et c'est vrai qu'elle a peut-être besoin de reprendre comme on dit, un deuxième souffle. Ouais, ici on voit Philippe Gardan de OM Vitrolles qui a 29 ans. Gardan qui marque. Gardan qui est en passe de devenir le meilleur pivot du monde. Gardan qui est un poison pour toutes les équipes mondiales. Qui est puissant, qui est adroit, qui est un joueur intelligent, oui, et qui vient de le prouver sur ce coup-là. Il y a surtout une force de pénétration qui est exceptionnelle. Et ce n'est pas un très grand pivot. Comme peuvent l'être d'autres par la taille bien entendu, mais par le talent c'en est un très grand. Mais je dirais qu'il joue avec ses caractéristiques physiques et son intelligence bien sûr de jeu.
Les Coréens à l'attaque par Kang Gun-chung. Ça revient derrière. Bo Myung-cho, le meilleur réalisateur coréen, qui vient une nouvelle fois de tirer, mais là c'était à côté. Thiébaut va pouvoir dégager pour l'équipe de France. Le petit Jackson Richardson, le petit Schaaf qui vient de rentrer, Jackson Richardson et le petit superbe le petit qui vient de marquer le 17e but de l'équipe de France en suspension. Sur une belle combinaison, les Coréens ont été pris, je dirais, à leur propre jeu, à savoir la vivacité, la vitesse de déplacement et du ballon. C'est une équipe qui est un petit peu décevante à l'heure actuelle, car c'était plutôt justement une équipe qui nous avait habitués à beaucoup de spontanéité dans le jeu, beaucoup de vitesse d'exécution, et ces joueurs semblent pour l'instant assez empruntés, même si on peut retenir une certaine satisfaction du côté défensif, du côté français. Ah, bien joué là de la part de Cho Young-boom. Toujours le plus efficace chez les Coréens. Il a peut-être eu un petit relâchement de la défense là qu'il a laissé s'infiltrer. Oui, mais sans trop de dommages, encore une fois. 10 buts d'écart dans un match international, c'est quand même une avance très confortable, très importante. Oui, on peut considérer que l'équipe de France ne joue pas avec toute la motivation qu'il faudrait dans un match international, compte tenu de l'écart qui existe aujourd'hui entre les deux équipes. Interception des Coréens qui... Ah oui, ça c'était redoutable cette interception en handball. Chio Oh qui vient de donner à Hae-young Kim. Et Hae-young Kim qui marque le 8e but coréen. Frédéric, lorsqu'en handball une équipe intercepte la balle, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas agir pour s'opposer à la contre-offensive. Bien sûr, parce que bon, ça va très vite, bien entendu. Il faut le dernier rempart est là aussi pour essayer de contrecarrer cette ultime tentative. Donc le gardien se doit de peut-être essayer d'induire le tir, d'induire suivant un impact. Mais c'est vrai que c'est pratiquement impossible d'arrêter un tir à bout portant comme ça a été le cas précédemment. But de Stocklin sur une passe de Julia. Stocklin toujours avec son bras gauche qui vient de marquer le 19e but de l'équipe de France, mais des 9 mètres, un tir très puissant. Oui. Il y a un bras redoutable qui fait beaucoup de ravages dans le championnat de France, puisqu'il joue à Nîmes et que Nîmes est actuellement en tête sur le plan national. Il faut signaler aussi que Stocklin avait été sacré meilleur buteur au Mondial Espoir de 89 et que c'est pas une surprise de le voir à ce niveau-là. Oui. Alors que les Coréens viennent de réduire la marque, mais il n'y a aucun souci à se faire pour l'équipe de France. Il faut noter que Stéphane Stocklin avait été grièvement blessé avant les Jeux Olympiques, et je crois que c'est tout à son honneur d'avoir pu déjà participer et décrocher, à l'instar de ses camarades, une médaille de bronze, et de pouvoir être encore à l'heure actuelle en équipe de France et de Gardant qui vient de percer la défense coréenne comme il sait si bien le faire avec toute sa puissance, son intelligence de jeu. Philippe Gardan qui porte l'écart maintenant à l'équipe de France. Il n'y a plus rien à respirer pour ces pauvres Coréens, Frédéric. Je crois que maintenant l'objectif de l'équipe de France est encore une fois de se décontracter, d'offrir du spectacle au public de Bercy, sans contrainte, sans vouloir tenir le résultat à tout prix, puisque de toute façon l'écart est très substantiel. Et on voit toujours Jackson Richardson défendre très haut. Il a bien joué ça de la part du Coréen, toujours le même, le numéro 15, Cho Bo-gyum. 5e but pour ce joueur qui assure l'essentiel du spectacle dans cette équipe de Corée. C'est la 2e ou 3e fois qu'il tire de cette façon, en appui, de façon très rapide. Et il conviendrait peut-être d'apporter quelques modifications quant au défenseur qui est chargé de sa surveillance. Stocklin et Gardan sortent, alors que Jackson Richardson et Schaaf viennent de faire leur entrée. Ce qui est intéressant, c'est d'observer le retour de Philippe Julia, qui lui aussi était convalescent et qui n'a pu se préparer convenablement, car il s'est blessé relativement grièvement. Et bon, ce genre de match donne l'occasion pour ces joueurs un petit peu convalescents de reprendre confiance et de se remettre
en rythme des rencontres internationales. Ouais, Philippe Julia, qui est, il faut le signaler, le plus petit joueur de l'équipe. Il mesure 1m75, alors que tous vos partenaires, Frédéric, font autour de 1m90. Hein, c'est ça? Oui, oui. Les Coréens en contre-attaque et qui marque par l'intermédiaire de Kim Young-hee. Kim Young-hee qui est un petit gabarit. Et on a l'impression que l'équipe de France ne sert pas assez sa garde en ce moment. Oui, bon, il y a quelques approximations qui conviendraient de gommer un petit peu. Je crois que c'est plus dû à un relâchement, à une trop grande décontraction, mais je ne me fais pas de soucis pour autant. Encore une fois, je crois que maintenant l'objectif est de mettre à profit toutes les occasions pour, comme vient de le faire Patrick Le Petit, pour essayer de mettre un petit peu de panache sur cette rencontre. Patrick Le Petit, qui est un joueur de Vénissieux, qui a 27 ans, qui mesure 1m96, lui aussi 90 kg, qui est un joueur polyvalent, calme, il peut défendre en 3 ou en 2. Il a actuellement une ossature vénitienne, donc de Vénissieux, là, actuellement, avec... Et interception de Jackson Richardson. Super Jackson Richardson. Ah, c'est vraiment un joueur tout à fait imprévisible. On ne sait vraiment pas par quel bout le prendre. Hein, c'est un véritable poison pour tous les attaquants. Et je dirais que de par son comportement défensif, il est unique au monde. Il n'existe pas de joueur de son acabit, de son style dans les autres équipes. Donc c'est vraiment un véritable joueur, un joueur unique. Et qui est un joueur neuf, hein, parce que oui. Il est arrivé en France il n'y a pas tellement longtemps. Exactement. Jean-Pierre Lepointe et Daniel Constantini ont remarqué Jackson Richardson lors d'une tournée à La Réunion en 1988. Celui-ci donc évoluait, je dirais, à un niveau qui n'était pas très élevé. Et il a enchaîné avec le bâton de Joinville sous l'ordre donc de Jean-Pierre Lepointe, adjoint de l'équipe de France. Et il s'est véritablement révélé et il est devenu une pièce indispensable de l'équipe de France. On peut considérer même qu'il n'a pas fini de progresser, car il a encore une marge de progression étonnante et on a l'impression qu'il peut encore mieux faire, Jackson Richardson. Mieux faire, ce serait difficile parce qu'il est déjà très, très performant au niveau mondial. Encore une fois, c'est un joueur qui n'a pas son équivalent dans les autres équipes. C'est un joueur qui a été, au même titre que les autres joueurs de l'équipe de France, qui a été observé par tous les sélectionneurs des autres équipes, par tous les observateurs. Et c'est pas pour autant qu'on arrive à le maîtriser, qu'on arrive à trouver des parades à son registre défensif. On peut signaler, Frédéric, au cours de cette seconde période contre la Corée, l'équipe de France a fait sortir à la fois Frédéric Voll et Denis Latou, ce qui laisse à penser qu'on n'est pas très inquiet sur le banc français et qu'on n'a pas besoin de la puissance de ces deux joueurs-là pour assurer le résultat. Hein. D'autant que les joueurs qui jouent donc à la place de vous citiez Frédéric Voll et Denis Latou sont aussi très opérationnels. Donc il n'y a aucune raison pour que Daniel Constantini ne les utilise pas ce soir. Un super arrêt de Jean-Luc Thiébaut. Là, vous pouvez juger vous-même de la valeur de l'interception de Thiébaut. Hein. Oui, Jean-Luc, en l'occasion, a réussi une remarquable parade. L'équipe de France bénéficie d'un coup franc. Stocklin. Les Coréens vont adopter un système défensif différent, on est en faisant ce qu'on appelle peut-être une 3-3, voire une 4-2, je ne sais plus exactement, afin de perturber la circulation de balles des joueurs français. Ils ont beaucoup défendu en 3-3 en première mi-temps. Là, en l'occurrence, un joueur vient de se faire exclure, donc ils reviennent à une position plus aplatie hein, au niveau de leur zone, au niveau de la zone. Stocklin, le petit qui n'assure pas assez sa passe sur Stocklin, entrée de Schaff. Et de Quintin, Eric Quintin qui se retrouve en position de défense un petit peu à la manière de Jackson Richardson, mais il n'a pas tout à fait les mêmes qualités. Oui, ils sont très complémentaires justement, ce sont deux joueurs qui sont utilisés lorsque l'équipe de France fait une défense étagée.
L'équipe de France a souvent utilisé Éric Quintin, conjointement Éric Cointin et Jackson Richardson, justement lors d'une défense avancée. Et cette défense a notamment été très performante aux Jeux Olympiques. On en a une illustration là avec Quintin qui est quasiment à la hauteur des joueurs coréens. Les Coréens à l'attaque. L'arbitre siffle un penalty pour les Coréens, mais une faute de Philippe Schaff, enfin une petite il y avait incompréhension. Peut-être aussi un petit passage en force de la part du Coréen, non? Disons que on dira que Philippe Schaff a commis une faute. Et c'est toujours le meilleur réalisateur coréen, Cho Young-boom, qui marque ce penalty pour la Corée du Sud. Pour un penalty un peu sévère, il faut le dire, pour l'équipe de France. Mais les penaltys en handball n'ont pas l'importance qu'ils ont en football. C'est-à-dire qu'on en siffle beaucoup plus souvent. Oui, bien entendu. Il y a beaucoup plus d'occasions de siffler. Oh, superbe action avec Munier et Thierry Perreux, mais la balle est redonnée aux Français car un Coréen a effectué une action défensive dans sa propre zone, ce qui est formellement bien sûr interdit. Là, on a vu en 2 ou 3 occasions Laurent Munier qui est vraiment une véritable force de la nature. On l'appelle d'ailleurs Terminator, hein, Munier. Exactement, bon, il a des qualités physiques au-dessus de la moyenne et je dirais aussi un mental très, très performant. Bon, je crois que c'est aussi un trait de caractère de cette équipe de France, d'avoir un mental à toute épreuve, d'avoir une volonté, une motivation exacerbée. Et je crois que c'est principalement la qualité qui nous a permis de gravir la 3e marche du podium olympique. C'est une équipe qui n'a peur de rien et pour l'instant qui ne doute de rien. On en a une illustration contre cette étonnante équipe d'Autriche où l'équipe de France a été menée par 3 buts à un moment du match et qu'elle a su faire la différence au moment opportun pour gagner avec un seul but d'écart, 25-24, contre une équipe d'Autriche qui, il faut le dire, a fait match nul en ouverture de cette soirée contre la Suède, qui est la Suède championne du monde. Oui. C'est certainement un motif de satisfaction de savoir que l'équipe de France... et de constater que l'équipe de France est capable de remporter des matchs, même lorsqu'elle n'est pas en pleine possession de ses moyens, même lorsqu'elle manque de fraîcheur physique. Ça a été effectivement le cas hier contre l'Autriche, où elle a été menée de façon assez conséquente à un moment donné, de 3 buts. Et elle a su se faire violence, elle a su faire preuve d'orgueil pour arracher ce match et remporter une victoire. Et là, on a vu toute la puissance de Laurent Munier pour marquer le 22e but de l'équipe de France. Munier qui, lorsqu'il met toutes ses qualités physiques au service de sa perception du jeu, devient quasiment irrésistible. Et c'est ce qu'on l'a vu faire sur cette action, hein, où il a transpercé à lui tout seul tout le système défensif coréen. Et nouveau penalty pour les Coréens, toujours par l'intermédiaire de l'inévitable Cho Young-boom. Quasiment 10 buts d'écart à l'avantage de la France. Une équipe de France qui ne force pas de son talent ce soir pour venir à bout de la Corée du Sud. Laurent Munier, Stocklin, un marché là. Hein. Oui, on a effectué plus de 3 pas apparemment, même s'il ne semble pas tout à fait d'accord avec l'arbitre. Là sur l'image, Munier et le petit. Alors que les Coréens ne se dépêchent pas trop pour essayer de revenir à la marque. Ils jouent au pas, au ralenti. Ils en ont peut-être pris un petit coup au moral, comme on dit. Hier déjà, l'écart a été quand même assez important avec l'équipe de Suède, parce que je crois qu'ils se sont inclinés de 12 ou de 13 buts. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y a certainement un problème de confiance aussi. Il y a dans cette équipe. Une différence énorme entre les 3 équipes, Autriche, Suède et France, et puis cette équipe de Corée qui est loin, qui est l'ombre de ce qu'elle a été, oui, notamment au jeu de Séoul. L'arbitre n'a pas accordé le but parce que je pense qu'il y avait un passage en force du numéro 4 coréen. Gardan qui a donné à Le Petit.
Le petit Munier, Monturel, Munier, le petit Stocklin. Stocklin, le petit Munier. Ça tourne du côté français. On essaye de trouver la faille dans la défense. Et pour Gardan qui s'infile comme pénalty. L'arbitre n'accorde pas le but, mais accorde un pénalty à l'avantage de l'équipe de France. Et on a vu encore ici l'illustration de la puissance et de l'intelligence de Philippe Gardan, qui arrive à déstabiliser tout un système défensif. Et c'est Jackson Richardson, l'enfant chéri du public, le chouchou de Bercy, qui est chargé de transformer ce penalty. Oh là 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 là, Jackson Richardson. Exceptionnel. Tout en finesse, qui a donné un effet absolument exceptionnel à sa balle. On la voyait sortir et puis finalement, il a placé entre le poteau et le gardien de but coréen. Le pauvre gardien de but qui ne sait pas. Je n'osais pas vous l'annoncer avant justement le tir de ce penalty. Bon, c'est un geste qu'a exécuté maintes fois Richardson à l'entraînement. Et c'est particulièrement beau quand on voit ça en situation de jeu. Personnellement, c'est la première fois que je vois faire ça par un joueur de handball. Hein. C'est tout à fait... C'est fou. Hein. Le ballon a eu un tel effet qu'il est pratiquement impossible au gardien de but de se saisir de celui-ci. La seule solution, c'est de deviner ce que va faire le tireur. En l'occurrence, c'est très difficile. Et de peut-être d'anticiper. Mais là, c'est véritablement exceptionnel de ce que vient de faire. Laurent Munier, superbe, qui monte en extension. Munier, Terminator Munier. Jackson Richardson d'ailleurs ne tire très rarement les pénaltys en match, puisque il y a Pascal Mahé qui est un spécialiste des tirs de pénalty, auquel vient s'ajouter. Et on a vu là une image extraordinaire, extraordinaire, le gardien de but qui se marrait, hein, vraiment. Oui, bah, je crois qu'il apprécie à sa façon ce genre de but. Et aussi Thierry Perreux maintenant qui tire les pénaltys aussi bien en club qu'en sélection et qui se montre relativement efficace à cet exercice. Défense très haut des Français. Voilà, je vous disais tout à l'heure, Quintin et Richardson donc, qui sont utilisés devant pour perturber les relations entre les attaquants coréens. Le petit, Gaël Monturel, Julia, Jackson Richardson, toujours lui. Hein. On a l'impression qu'il sait tout faire, Jackson Richardson. Mais pourtant, c'est pas un monstre physique. Encore un coup de génie de Jackson Richardson. Mais cette fois, le poteau renvoie la balle, alors qu'il aurait mérité 100 fois de marquer un autre but, Jackson Richardson. Oui, c'est un gabarit moyen, 1m85 pour un joueur de hand, c'est pas terrible. Et comme quoi on peut mener une carrière de très haut niveau en ayant un gabarit, je dirais, respectable bien sûr, mais il y a tellement d'autres qualités. Ah là, c'était pas mal joué de la part de Sung Young, le Coréen qui avait joué un petit peu à la Gardan en se plaçant sur la ligne des 6 mètres. Et... Jean-Luc Thiébaut avait effectué un changement très bref de gardien de but, car le numéro 3 coréen a marqué plusieurs buts sur penalty, a eu une réussite à ce niveau-là. Et disons qu'on effectue un changement de gardien pour perturber un petit peu justement pour perturber le tireur. Donc Christian Godin va essayer de mettre fin à cette réussite coréenne. Et non, il n'a pas réussi, Christian Godin. Jean-Luc Thiébaut va rentrer. Mais un gardien qui rentre comme ça, qui est froid, est-ce qu'il peut s'opposer véritablement à un tir adverse? Disons que bon, le tir de penalty, que ce soit au football, au hockey, enfin au handball, bon, c'est une situation très particulière. C'est un duel bien entendu et il convient, je dirais, quelquefois psychologiquement de battre, bien sûr, de battre le tireur. Donc lorsqu'un tireur de penalty connaît un pourcentage de réussite important, on a la possibilité au handball de changer le gardien et donc ça peut être une arme pour contrecarrer cette réussite. Et penalty pour l'équipe de France, Frédéric, et qui le tire? Et ben c'est Jackson Richardson. On va voir s'il va faire pareil que tout à l'heure où le tirera-t-il en force?
Alors là, c'était en force, il a raté, il a repris la balle. Et un lob de Jackson Richardson. Superbe Jackson Richardson qui arrive à improviser. C'est le talent à l'état pur. L'état pur, il a en plus un petit peu de chance parce que, oui, parce que après récupérer la balle après une belle parade du gardien coréen, le ballon lui est revenu pratiquement dans les mains et il a pu se racheter de son occasion manquée. On a l'impression que les Coréens n'y croient pas. Enfin, y ont-ils cru vraiment une seule fois dans ce match? Ça, j'ose pas le dire. Et interception de Jackson Richardson. Jackson Richardson. Oh là là, superbe, mais superbe ce qu'il fait. Oh là là, Jackson Richardson. Qui avait attaqué ici avec Frédéric Schaff. C'est la jeune classe de l'équipe de France. Ça, hein. Oui, ben. Au ralenti, on a pu voir un petit peu la présence d'esprit, la lucidité de Jackson Richardson pour marquer le 26e but de l'équipe de France alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes à jouer. Une équipe de France qui n'a jamais tremblé dans ce match contre les Coréens. Encore une fois, Jackson Richardson qui s'est jeté sur la balle. Ah, là, les Coréens ont bien failli marquer depuis leur zone, alors que le gardien Thiébaut était sorti. Un match qui devient un petit peu débridé, hein, là, ça part un petit peu dans tous les sens. Le petit Schaff, c'est des gens qu'on n'a pas vus à Barcelone, ça, ce sont des nouveaux de l'équipe de France. Oui, puisque 4 joueurs de toute façon ont pris leur retraite internationale, à savoir Philippe Médard le gardien, Denis Tristan, Alain Porte et Philippe de Bureau. Encore une fois, en ce qui concerne Philippe Schaff, Philippe Julia, ce sont des joueurs qui ont participé qui ont fait la préparation olympique. Le but de Frédéric Schaff. Et qui ne sont pas tout à fait nouveaux dans le groupe France. Le seul véritablement qui est apparu, c'est le petit, donc, qui joue à Vénissieux. Le Schaff qui vient de marquer vient de l'équipe Espoir. Hein. C'est un joueur qui doute un petit peu peut-être de lui, non? Je crois que de toute façon, c'est un joueur déjà qui est jeune. Et, 25 ans. Hein. Voilà, donc c'est quand même relativement jeune. De même que Stéphane Stoquelin d'ailleurs, qui est à peu près du même âge. Mais je crois qu'au fil des rencontres internationales, il va acquérir une certaine expérience et évoluer peut-être plus en confiance. Et là, toujours un pénalty tiré par le Coréen. On n'a pas changé de gardien de but et ça a fait le même résultat. Pour en revenir à Frédéric Schaff, c'est un gaucher qui a un bras assez exceptionnel. Hein, oui, je crois que de toute façon, nous avions déjà, il n'y a pas assez longtemps, un bras exceptionnel en la personne de Philippe de Bureau, qui était craint de toutes les équipes au monde. Stéphane Stoquelin, vous l'avez dit tout à l'heure, a aussi un bras redoutable. Je crois que c'est dans la lignée des gauchers français. Et illustration de ce qu'on vient de dire, un but refusé, mais qui avait été marqué par Frédéric Schaff. Le petit Schaff en contre-attaque avec Gaël Monturel, Laurent Munier. Monturel aussi maître et Monturel but. Ça paraît simple comme ça lorsqu'on voit faire cette équipe de France, mais c'est des heures et des heures de travail, d'entraînement, de répétition et d'entraînement physique aussi. Hein. Oui, car la quantité de travail d'entraînement est quand même très importante. La préparation, même si elle a été un peu plus courte que celle préparant les Jeux Olympiques, a été quand même jusqu'à aujourd'hui particulièrement intense. Les Coréens à l'attaque par leur joueur numéro 13, Shin Young. Contre-attaque française avec Perreux qui avait essayé de refaire la même action que l'on avait vue précédemment avec Laurent Munier, mais ça n'a pas réussi. Hein, par 2 fois, oui. L'équipe de France a échoué dans cette l'équipe de France pense maintenant à faire depuis déjà pas mal de minutes le spectacle. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut noter un petit manque de rigueur, mais c'est tout à fait, encore une fois, légitime.
La Corée du Sud qui se bat jusqu'au bout malgré une magnifique équipe de France. Oui, l'équipe de France qui mène 28-16 contre cette équipe de Corée et qui n'a pas assuré le suspense. Elle a quasiment écrasé cette équipe de Corée. Frédéric Schaff qui vient de monter en sous-tension, qui a tiré de son bras gauche mais qui a été contré. Équipe de France à l'attaque, Laurent Meunier, Schaff, avec toujours cette combinaison qui n'a pas très bien marché ce soir, et c'est fini pour l'équipe de France qui remporte son deuxième match ici à Bercy après avoir battu l'Autriche 25-24. L'équipe de France gagne ce match contre la Corée 28-16. Un match sans surprise, sans émotion, il faut le dire. Frédéric Pérez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez cette équipe de France aller loin en championnat du monde en Suède? Oui, à l'instar de tous mes coéquipiers, je crois qu'il faut être relativement optimiste, être également très motivé comme ça a été le cas il y a quelques mois donc à Barcelone. Et je crois que tout est possible pour cette équipe à partir du moment où elle garde surtout ses qualités mentales qui sont véritablement exceptionnelles. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que bon, cette victoire a été relativement facile, qu'elle constitue quand même la 11e victoire consécutive de l'équipe de France en préparation, que demain on assistera certainement à un match beaucoup plus musclé, beaucoup plus difficile, car les Suédois, après s'être fait accrocher contre les Autrichiens, vont vouloir marquer de leur empreinte ce match, d'autant qu'ils figurent parmi quand même les principaux favoris pour décrocher la couronne mondiale. Donc demain, ça risque quand même d'être très difficile, mais quel que soit le résultat, l'équipe de France évolue en confiance et aura un gros capital confiance avant d'aborder la compétition le 10 mars. Oui, alors nous allons maintenant avoir l'avis de l'entraîneur Daniel Constantino, qui est interview recueilli par notre ami Martin Zara. Martin Zara qui interviewera aussi Jackson Richardson, un des héros de ce match ici ce soir au Palais des Sports de Paris-Bercy. J'ai senti le public, de devoir faire vibrer le public, il fallait faire quelque chose un petit peu parce que... C'est sûr, pour le handball, il faut faire plaisir au public, il faut faire un peu de spectacle. Et comme Daniel nous a dit à la mi-temps, il faut essayer de faire vibrer un peu. Comme il commençait à s'endormir, alors on a essayé de faire le possible. C'est une victoire dans la décontraction et vous en avez profité. Ça, c'est peut-être bien, de bon augure pour faire tourner tout votre effectif et pour aguerrir un petit peu les jeunes au niveau international. Exactement, vous avez répondu à la question en même temps que vous la posiez. Et ce qui est évident, c'est que ça m'a permis surtout de reposer nos stars traditionnelles, Bol et Latou. Ils n'ont pas joué, alors il faut bien que j'ai qualifié de stars. Bon, ils auraient bien aimé être de la fête parce qu'il y avait quand même encore une fois un nombre public. Et c'est vrai que jouer contre la Corée, c'est hyper agréable parce qu'on fait des choses qu'on ne fera plus jamais contre personne. Donc on a essayé de faire la part des choses, de se protéger un petit peu pour demain, et puis aussi de se faire plaisir et de faire plaisir au public. Et c'est vrai que bon, il y a des jeunes joueurs là qui ont bien sauté sur l'occasion. Merci Martin Zara pour ces interviews. Merci Frédéric Pérez pour m'avoir donné ce coup de main pendant ce match France-Corée, dont je vous rappelle le score 28-16 pour l'équipe de France. Merci de nous avoir suivis jusqu'à cette heure tardive. Bonsoir.